Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on perd la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonjour les amis, bonjour DMG, bonjour la famille. Ce matin, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un ami, un collègue qui m'a expliqué l'histoire. Et ce collègue-là, dans le temps, au moins on travaillait ensemble, bon, nous, on le critiquait, nous, ces collègues, on le critiquait, on dit qu'il est avare, qu'il n'aime pas donner son argent à quelqu'un, même quand tu as un besoin de 100 francs, hey, yo, prête-moi 100 francs. Difficilement, il va enlever son argent pour te donner. Donc, c'est là, un jour, il m'a expliqué, il m'a dit, que tu vois, les gens me traitent d'avare, qu'il m'est arrivé quelque chose, ce qui fait que difficilement, je fais sortir mon argent pour donner aux gens, parce que je ne sais pas qui est en face de moi. Que un jour, que mon oncle était malade, et je suis allée au village. Vous savez, les gens, c'est les ébriers là, les habitants d'Abidjan là. Bon, eux, leurs villages ne sont pas trop loin d'Abidjan. Bon, ils peuvent aller au village, ils peuvent revenir. Donc, il dit qu'on l'a appelé pour lui dire que son oncle est malade. Donc, il est parti rapidement aller voir, puisque son père est décédé, c'est son oncle qui est resté maintenant comme le père dans la famille. Donc, il allait rapidement aller voir comment est-ce que son oncle se portait. Et le vieux, il était très malade. Il était malade, donc il dit qu'il a enlevé de l'argent, il a donné à son oncle, il a dit à son oncle qu'il faut aller à l'hôpital, hein, va à l'hôpital, et puis bon, s'il y a les ordonnances, tu me fais signe, je vais venir, on va payer les ordonnances. Donc, il est parti. Quand il a donné l'argent à son oncle, il est revenu à Abidjan. Et il dit peu après, lui-même, il a commencé à saigner du nez. Il dit, il a saigné du nez, il a saigné du nez. Lui ne comprenait rien. Donc, il est allé à l'hôpital, ils ont fait les examens, tout, mais on ne voit rien. Il dit, saignait du nez, qu'il pouvait même prendre un morceau de pagne qu'il met sous sa tête pour protéger son nez. Il dit, tout le pagne devenait du sang. Il ne comprenait rien. Et donc, comme ça, on lui a encore demandé des examens qu'il devait aller faire au CHU de Trècheville. Et donc, il dit qu'il est allé au CHU de Trècheville. Il a fait les examens, tout et tout. Et puis, maintenant, il est en train de rentrer à la maison avec son épouse. Et ils ont emprunté un taxi. Et c'est dans le taxi que le chauffeur lui a dit, ah, que monsieur, ah, vraiment, vous saignez beaucoup du nez. Hein. Il dit, ah, que moi, je ne comprends rien. Que moi, je suis fatigué. J'ai fait tous les examens, je ne comprends rien. Hein, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Pourtant, depuis que je suis née, je n'ai jamais eu ça. Il dit, c'est là le taximètre lui a dit, ah, que, en tout cas, puisque c'est comme ça, que moi, j'ai mon oncle qui est un praticien, qui est guérisseur, que vraiment, si tu veux, je peux t'accompagner chez lui. Là, il va voir vraiment ce qui ne va pas. Il dit, ah, qu'il n'avait pas le choix. Hein. Il dit, ah, qu'on peut partir. Qu'allons-y, que vraiment, si ton oncle vraiment peut m'aider, vraiment, ça va vraiment me faire plaisir. Il dit le gars les a pris dans le taxi.
ils sont allés jusqu'à Bobo Baoulé. Que le tradit praticien, c'était un vieux malien. Donc, quand ils sont descendus du taxi, avant qu'ils vont rentrer dans la maison du vieux, que quand le vieux l'a vu rentrer, le vieux même a commencé à sourire. Bon, lui, quand il a vu le vieux sourire, bon, il s'est dit que puisque le taximètre était le neveu du vieux, sûrement c'est à cause de son neveu, il est en train de sourire. Donc, il les a salués, tout. Puis, il leur a donné à soi. Et quand il a demandé les nouvelles, c'est là son neveu lui a dit, ah, que vraiment, j'ai vu le monsieur là, qu'il est malade, bon. Donc, je l'ai envoyé pour voir vraiment si tu peux l'aider. Sinon, il ne va pas bien. C'est là, l'oncle maintenant a commencé, le vieux tradit praticien a commencé à sourire. Il dit, mon fils, mais la maladie que tu as là, mais tu as payé? Il dit, quand le vieux a dit, tu as payé? Il dit, ah, papa, j'ai payé comment? Il dit, oui. Le vieux lui dit, oui, tu as payé. Tu as payé la maladie. Sinon, cette maladie n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Mais tu as payé. Ça dit, mais papa, explique-moi, j'ai payé comment? C'est là le vieux tradit praticien lui a dit, mais tu n'avais pas un parent qui était malade et puis tu allais donner de l'argent là-bas. Il dit, oui, que mon oncle était malade, je suis allé lui donner l'argent pour aller à l'hôpital. Il dit, mais justement, cette maladie-là, c'est de ça souffre ton oncle. Ton oncle là, c'est de ça là, il souffre. Donc quand tu allais lui donner l'argent, c'est comme si tu allais payer la maladie dans sa main. Donc il t'a transféré carrément la maladie. Mais Dieu est grand, je vais t'aider. Par la grâce de Dieu, on va faire le retour à l'envoyeur. On va lui ramener sa maladie. Mon collègue l'a dit, ah bon, il dit oui. Et tout de suite, il lui a dit, bon, donne de l'argent, on va aller payer les médicaments qu'il faut, les écorces, les plantes, les feuilles qu'il faut. On va commencer ton traitement. Donc, il dit, sur place, il a donné l'argent. Le vieux a envoyé les enfants aller payer les plantes qu'il faut marcher, les écorces. Il dit, avant même que les enfants ne partent au marché pour revenir, le vieux avait déjà sorti une poudre. Une poudre qu'il lui a donnée pour manger. Il dit, il est resté là avec son épouse. Le vieux a mis les médicaments au feu, il a fait bouillir. Il lui a fait des bains. Il lui a fait boire d'autres. En tout cas, il lui a fait un traitement, il a lavé propre. Et les mêmes décoctions, là, il a mis aussi dans des bidons. Et il lui a dit, va avec, tu vas continuer ton traitement à la maison. Que si Dieu vraiment est là, en tout cas, tu vas entendre des nouvelles de ces temps-ci. Donc, Dieu, il est parti à la maison avec sa femme. Il a commencé à se traiter, et le sang a cessé de couler. Il a commencé à se retrouver un peu. Et il dit quelque temps après sa guérison, il ne partait même pas au village encore. Mais quelque temps après sa guérison, on l'a appelé pour lui dire que son oncle est mort. Que son oncle est mort. Donc, il dit depuis ce jour-là, il a eu tellement peur que vraiment, pour donner son argent à quelqu'un, il ne sait même pas, en tout cas, la mentalité de cette personne, il ne connaît pas son côté spirituel. Il a peur, franchement, il a peur. Donc, il se méfie. C'est pour cela les gens le traitent d'avare. Sinon, il n'est pas avare. Vous voyez, les amis, de nos jours, les gens sont tellement méchants. Ils sont très, très méchants. Comment un neveu qui vient t'aider pour te soigner, toi, tu veux le tuer. Donc, vraiment, les amis, continuons de faire attention et que la main puissante de Dieu nous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Là, je reviens encore avec une autre note vocale. Et DMG, s'il te plaît, comme je dis dans les autres voix, essaye de modifier ma voix pour que moi-même je n'ai pas de problème, puisque dans notre domaine, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Tu vois. Bon, je vais vous raconter encore une autre histoire que j'ai vécue lors de mes stages. Ça, c'était mon tout premier stage dans un hôpital de la place. Je ne vais pas citer le nom de l'hôpital. Comme vous savez, les gens vont reconnaître et tout. Et ça peut nous causer des problèmes. Et aussi à DMG. Donc,
Bon, je vous raconte l'histoire. Pendant ce stage donc alors, j'étais, je travaillais dans le service de maternité. Et là, vous savez, on fait accoucher les femmes et tout. Il y a une dame donc qui est arrivée. Bon, il y avait les rumeurs dans lesquelles on disait que on voulait les enfants là-bas, on voulait les placentas et tout. Je sais pas. Donc, c'était les rumeurs de l'hôpital. En fait, l'hôpital avait une mauvaise réputation de ce côté-là, qui avait des trucs et tout, les trucs qui n'avaient pas de sens, les trucs un peu mystiques là et tout. Bon, nous sommes arrivés, vous savez, le premier stage, tu connais encore rien, tu es juste là en train de voir, tu observes, tu observes, tu observes. Bon, on était alors là, il y avait une dame qui venait d'arriver, comme je disais tantôt, elle est arrivée et elle venait pour accoucher, elle se plaignait de contraction et tout. Voilà. Nous, on était juste là, on voyait, hein. Nous, on savait encore rien et tout, on observait juste. Bon, en ce moment-là, donc, on a amené la femme en salle d'accouchement et tout. Elle a bien accouché, hein. Bien, il n'y avait aucun problème, elle a accouché, tout. Maintenant, le problème arrive quand, la nuit qu'elle a passé à l'hôpital, on se lève, il était... Elle a passé d'abord une nuit, ouais, je me rappelle très bien, mais elle a passé d'abord une nuit. Maintenant, le docteur a dit que non, il fallait qu'elle reste encore pour qu'on surveille l'évolution du bébé, parce qu'elle était tellement pressée de rentrer, elle disait non, il faut qu'elle rentre à la maison et tout et tout. Bon, le docteur n'avait pas permis. Maintenant, pendant la nuit qui suivait, elle nous a réveillés dans les 3 heures. Elle dit, son enfant n'est pas là. Je dis, ton enfant n'est pas là, comment? Nous, maintenant, nous étions là couchés, parce que vous savez, les premiers stages, on n'a pas l'habitude vraiment de dormir. On s'est dit que si on va dormir, on va se plaindre de nous. Bon, en fait, nous étions éveillés. On revient dans sa chambre, on voit l'enfant bien là. Elle dit que non, son enfant n'est pas là. On dit que, mais ton enfant n'est pas là, comment? Il était 3 heures, DMJ. Il était 3 heures. La dame là est sortie. C'est pas les choses qu'on dit qu'elle est sortie. Elle a pris le placenta, parce qu'on avait mis ça dans un plastique. Elle a pris le placenta de son enfant. Elle est sortie. J'ai vu ça en live. Elle dit, la personne qui sait qu'il a pris mon enfant, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un ici. Je suis venu pour me faire accoucher. J'ai accouché mon enfant et je veux rentrer chez moi. La personne qui sait qu'il a pris mon enfant, nous on ne comprenait pas, hein. Parce que nous on voyait son enfant était là couché, mais elle disait qu'elle ne voyait pas son enfant, que son enfant avait disparu. Nous on ne comprenait pas trop ce qui se passait. BMG, elle a fini de parler comme ça. Il y a eu, on appelle ça comment, l'éclair a frappé. C'était un peu, vous voyez, genre, la nuit devient le jour. C'était net comme ça. Ça a complètement brillé. Tout. On a cru que c'était la journée. Elle dit que c'est où? Désolé, on m'a appelé à côté. Je vous dis que la journée était venue 7 à 3 heures. Là. On voyait tout clair comme on voit en journée là. C'était vraiment clair, un peu comme dans les films des Aboutou là, vous voyez. C'était net comme ça. Juste l'éclair là est passé, ça fait peut-être combien? 2 minutes. On voyait tout comme si c'était la journée. Après, la pénombre est retombée. Tout était encore redevenu sombre. Elle a dit, comme j'ai déjà fini de parler là, mon enfant doit revenir. DMG, la pluie qui est tombée ce jour-là, la pluie est tombée. Merde, la pluie est tombée ce jour-là. Après, elle est restée peut-être 1 heure. Après, on comprend comment l'enfant est en train de pleurer. Nia. Après, elle dit qu'il ne fallait pas remettre mon enfant d'aller voir. Quand vous pensez que vous pouvez vous attaquer à tout le monde. Nous sommes restés comme ça entre nous, les stagiaires. On dit et après ça, on a fait, parce qu'on venait d'arriver, on avait déjà fait, je pense, c'était 2 semaines. Oui, 2 semaines. On avait 2 mois à faire là-bas. Moi, j'ai dit que non, papa, moi, je ne peux pas continuer. 1 mois est arrivé. Moi, j'ai dit que non, je vais rentrer, on avait le compo à faire et tout. Moi, je suis rentré. Tu t'imagines, tu vois la journée pendant la nuit.
À 3 heures, tu vois la journée. C'était net comme ça. Et la femme là, elle avait. Donc, nous, vraiment, nous, on était stupéfaits par ce qui s'est passé là. Donc, c'était l'histoire que je tenais à vous raconter aujourd'hui. Donc, à plus. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour, bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas à quel moment vous allez tomber sur cet audio. Déjà, je tenais à vous remercier pour le travail que vous faites. Grâce à vous, des gens arrivent à exprimer, à parler de leur vécu mystique. Et ça nous permet aussi à nous autres là de pouvoir être plus avisés et plus vigilants sur certains signes que souvent on néglige. Alors je viens aujourd'hui, je suis une jeune gabonaise, je vis à Libreville. Je viens aujourd'hui pour vous raconter le décès tragique et mystique de ma petite tante. C'est un peu difficile pour moi de parler de ça. Ça va faire déjà des années que je vous suis. Je suis tombée par hasard sur une de vos publications sur YouTube et jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en lasse plus. Et je pense même avoir découvert votre page après le décès de ma tata. Après le décès de ma tata, dont je vais conter l'histoire. Vraiment, c'est vraiment difficile pour moi d'en parler et soyez indulgent si je tâtonne un peu. C'est une histoire assez compliquée et c'est pas facile. Alors, il faut savoir que ma tata, c'est la petite sœur de ma mère et c'est ma mère qui l'a quasiment élevée après le décès de ma grand-mère. Elle vivait avec nous, c'était un peu notre grande sœur. Mais c'était notre petite maman parce que elle et moi n'avons pas un écart conséquent en âge. Alors, tout part du fait que on a découvert récemment que nos ancêtres, nos grands-parents, enfin les grands-parents de ma maman, et on lui a tissé des pactes que, vous voyez, dans l'ancien temps, ils ont eu à tisser des pactes, des liens avec des anciens dieux, que voilà. Et du coup, tout a pris son sens lorsque ma tata est décédée. Ma tata, elle est tombée malade. Elle a eu une maladie dont on ne connaissait ni l'origine, ni le pourquoi du comment. Alors un matin, il y a une vieille dame ici au quartier. Il y a une vieille dame au quartier qui est quand même assez connue de visage parce que oui, elle a apparu dans un clip vidéo qui est hyper connu ici au Gabon. Et s'il faut donner des indices, beaucoup de gens auront l'image de la vieille dame en question, mais je vais éviter cela. Alors, la vieille dame ici au quartier, elle est connue comme une matriarche du quartier. On est arrivé, on l'a trouvée ici au quartier. C'est un peu la mamie de tout le monde au quartier. Et donc, la mamie en question, quand elle avait besoin d'aide, parfois elle venait chez nous. Vu que mon papa, c'est quelqu'un d'assez respecté ici au quartier, il a un peu participé au développement du quartier, donc c'est un des notables du quartier. Et donc, la vieille dame, souvent quand elle avait besoin des trucs, vu qu'elle garde ses petits-fils et ses arrière-petits-fils, hein, on va dire juste ses arrière-petits-fils qui sont là, qui vivent avec elle. Du coup, quand il y a un qui est malade et que elle n'arrivait pas peut-être à l'emmener à l'hôpital ou à acheter des médicaments, souvent elle venait chez nous et mon papa lui trouvait toujours quelque chose. Et même les petits-fils là, mon papa, il les a inscrits à l'école parce que leur maman les avait abandonnés. Et donc, c'était un peu la grand-mère du quartier. Et ma maman, elle a fait construire une boutique près de chez nous. Et elle en avait fait un petit salon de coiffure. Et donc, à l'intérieur, c'était le salon de coiffure et à la terrasse, à l'extérieur, elle vendait un peu des petits vivres, des assaisonnements, des tomates, des oignons. Et le jour, c'était un lundi,
nuit pendant les vacances, un lundi. Et c'était le jour de repos de la coiffeuse. Donc, la mamie du quartier, elle est arrivée. Elle est rentrée chez nous, dans la concession et tout. Elle a dit à ma maman, moi, je voulais faire des tresses, mais apparemment, ta coiffeuse n'est pas là. Et ma maman a dit, oui, aujourd'hui, c'est son jour de repos. Elle n'est pas là. Mais vas-y, quel genre de tresses tu veux? Elle a dit non, je veux des tresses toutes simples, je veux des nattes parce que demain je dois aller à l'hôpital et je peux pas aller avec les cheveux comme ça. Et vu que ma maman elle était occupée, elle était en train de corriger ses copies parce que ma maman de base elle est professeure de lycée. Et elle a appelé ma petite tata, elle a dit à ma petite tata, vas-y viens, fais les tresses à la mamie et tout. Et la mamie lui a dit, oui, fais-moi des jolies tresses. De toute façon, je vais te donner de quoi boire ton jus pour te remercier pour les tresses. Et ma petite tata, sans arrière-pensée et tout, elle lui a fait des tresses tranquille. La mamie lui a remis les 2000 francs, ne sachant pas que les 2000 francs là, que ma tata avait accepté, elle venait de vendre son âme. Elle venait de vendre son âme à 2000 francs. Et alors, la mamie a fini les tresses, elle est partie. Les mois sont passés et tout. Ma tata a commencé à être malade. Ma tata a commencé à être malade. Et il faut savoir que de base, comme je le disais dès le départ, on a été sujet à plusieurs attaques mystiques. On a été sujet à plusieurs attaques mystiques. Mais heureusement pour nous que on était pieux et on ne savait vraiment pas à quoi étaient dus tous ces problèmes qu'on avait. Donc peut-être aussi c'est l'ignorance de tout ce qui se passait qui nous a aussi gardé en fait loin de tout ça. Et donc ma petite tata, elle avait repris les cours parce que elle avait abandonné l'école, ça faisait au moins 4-5 ans, mais elle avait décidé de repartir à l'école. Et un matin, elle est allée en cours, elle est revenue plus tôt que prévu, comme quoi elle a eu une forte migraine, elle regardait au tableau, le professeur écrivait, elle voyait bien le professeur écrire, elle voyait comment les autres étaient en train de recopier, mais elle, au tableau, elle ne voyait rien, c'était tout sombre, tout noir, elle ne comprenait pas. Et soudain, elle s'est sentie mal, et voilà, on lui a demandé de rentrer, elle a ses condisciples de classe qui l'avaient raccompagnée. Et ma maman s'est dit, bon, on va aller voir un ophtalmo parce que les maux de tête, les migraines, le mal de yeux avaient continué, du coup, elle n'allait plus en cours. On est allé consulter un ophtalmologue. L'ophta a dit que bah, ça va, c'est rien de grave, ça doit être peut-être dû à un coup de fatigue ou de stress. On va lui prescrire des collyres et des médicaments et aussi peut-être prescrire une paire de lunettes spéciales voilà, pour éviter le soleil. Un truc assez simple, pas de quoi s'inquiéter. Mais par contre, l'état de santé de ma tata n'allait toujours pas. Ça s'empirait. Et il faut savoir que la mamie du quartier, vu qu'elle est déjà assez vieille, elle doit être dans les 70 ans. Elle a du mal à s'exprimer. Vous savez, les mamies, quand elles ont perdu leurs dents, quand elles parlent, on n'entend pas très bien ce qu'elles disent. Donc, on n'entendait pas bien quand la mamie parlait. Il fallait vraiment tendre l'oreille, lire sur ses lèvres pour pouvoir vraiment savoir ce qu'elle veut dire. Et donc, ma tata, à un moment, elle a commencé à avoir des difficultés à respirer, elle a commencé à avoir des difficultés à s'exprimer. Elle s'exprimait maintenant un peu comme la mamie en question. La mamie, elle parlait comme... vous voyez les sourds, quand ils essayent de faire sortir les mots dans leur bouche, là. Voilà, c'était un peu ça. Et donc, ma tata, elle avait commencé à avoir du mal à articuler, à sortir des mots. Et puis, un soir comme ça, on était là, on racontait et tout. Et on s'est mis même à se moquer d'elle en disant que, mais attends, toi, finalement, tu parles maintenant comme la mamie en question. Hein. Attention, on dirait que tu as perdu toutes tes dents, tu parles comme elle, ou bien quoi, elle est malade et puis sa maladie est contagieuse et tout. Et même ma tata, ça l'amusait, elle disait que, bah non, arrêtez ça, comment vous pouvez dire des choses comme ça. Alors que c'était, on va dire, une part de ceux qui lui était arrivé, qui était là, on était même en train de faire sortir dans la blague sans pourtant s'en rendre compte en fait. Et je vous disais tantôt que ma maman, elle est professeure de lycée. Et un jour au lycée, il y avait un élève qui était dans sa classe. Et ce garçon, en fait, était aussi un enfant très pieux. C'était le genre d'enfant, quand il arrive en classe le matin, il commence à prêcher la parole aux autres et tout. Et ça faisait peut-être 2 ou 3 jours
que ma maman ne le voyait pas aussi en cours. Et donc, quand il est arrivé, après le cours, il voyait ma maman, comment elle est en train de partir. Elle est venue vers elle. Oh, madame, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Et ma maman dit, oui, bah, ça tombe bien. Depuis un certain temps, tu ne viens pas au cours. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça qu'il dit à ma maman que, madame, écoutez, depuis, j'essaie aussi de venir vers vous, mais j'hésite parce que je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Mais il faut que je vous parle parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose et je suis dans l'obligation de vous en faire part. Et maman lui a dit, vas-y, parle, ne te gêne pas, parle. Et il a dit à ma maman, madame, vous êtes quelqu'un de très fort, vous êtes quelqu'un qui est spirituellement assise et vous avez une lumière. Mais sauf qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal et cette personne est proche de chez vous. Cette personne est proche de vous, elle vous veut du mal. Et c'est une vieille dame. Et c'est une... Non, il n'avait pas dit c'est une vieille dame, il a dit c'est une dame. Et c'est une dame. Elle vous veut du mal. Mais la personne ne sait pas s'exprimer. La personne n'arrive pas à s'exprimer. C'est un peu ça. Et il a dit à ma maman, il y a de cela 2 à 3 jours, vous avez fait un malaise. Et c'était à cause de la dame en question. Et ma maman, elle était choquée. Mais quand elle nous a raconté ça, elle nous a dit non. Quand le petit a parlé, je suis restée sereine pour ne pas l'inquiéter. Et je suis restée à faire comme si, voilà, je ne savais rien de ce qu'il disait, alors que dans le fond, elle avait peur. Dans le fond, elle avait un peu peur. Et elle a dit au petit, ok, merci de m'avoir fait part de ça. Et le petit a dit à ma maman, madame, vous êtes très fort. Vous êtes spirituellement assise et il ne peut rien vous arriver. Et dans tous les cas, j'ai prié, j'ai brisé et il ne vous arrivera rien. Et ma maman, tout apeurée, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est rentrée à la maison, elle nous avait fait part de cette histoire. Et quand elle nous fait part de cette histoire, euh, il faut savoir qu'il y a 3 jours, bien évidemment, 3 jours avant, elle avait fait un cauchemar où elle voyait qu'elle mourrait par accident. Et le lendemain, elle était partie en cours à l'école. Elle avait eu un malaise. Elle avait eu une chute de tension où elle n'avait même pas pu finir ses cours. Elle avait appelé mon papa pour venir la chercher. Il était venu la chercher. Et il l'avait emmenée à l'hôpital. On avait dit qu'elle avait eu une baisse de tension, mais que voilà, ça va, tout va bien et tout. Et donc, elle a mis un peu, elle a essayé de mettre ça dans le malaise en question que le petit lui avait fait part. Et puis, voilà, on a repris nos séances de prière comme d'habitude. Tout allait bien, pas totalement bien parce que ma petite tata, elle était toujours malade. Elle était toujours malade, mais voilà, on n'a pas laissé notre prière, on était toujours dans la prière. Et il faut savoir que chez nous, comme je disais tantôt, on avait des attaques mystiques, dont des signes même que on ne savait pas à quoi c'était dû. C'est peut-être avec le temps, quand j'écoute des vidéos de DMG, que je me rends compte qu'en fait, c'est des choses mystiques et que c'était pas normal. On avait des chats. Nous, on n'a jamais eu de chat. À la base, nous, on n'a jamais eu de chat. À la base, nous, on a des chiens. Oui, parce que ma maman, elle aime bien les animaux, mais on a des chiens, on a des pigeons, on a des oies, mais pas de chats. Mais il y avait des chats qui étaient dans la concession. On ne sait pas à qui ils appartenaient, on ne sait pas d'où ils venaient. Chaque soir, ils faisaient un rallye sur le toit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arbre près de notre toiture, mais les chats tombaient, on va dire, comme s'ils tombaient du ciel, comme si quelqu'un les envoyait, les balançait. Et après, on suivait un rallye. Les chats couraient de gauche à droite, de gauche à droite. Et ils avaient une heure précise, c'était aux environs de 1h, 2h du matin, jusqu'à 3h, 4h. Et le jeu, là, s'arrêtait au petit matin, 5h. Donc, c'était devenu une habitude. Et nous, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. À beau mettre des médicaments pour leur faire manger, pour qu'ils meurent, ils s'en aillent. Rien du tout. Mais ma maman nous disait toujours que quoi qu'il arrive, si les chats là courent sur le toit, personne ne devra sortir. Donc, on restait dans la maison. Tantôt, c'était du sable qui tombait sur le toit. Tantôt, c'était des chats qui couraient et qui miaulaient, qui pleuraient comme des bébés. On ne comprenait pas. On se disait, mais comment des chats peuvent pleurer comme des bébés?
Et c'était constamment comme ça, c'était constamment comme ça. Tonton, c'était des hiboux qui venaient hurler dans la cour. Et vu qu'on a un cocotier au milieu, à la cour, il y a des hiboux qui venaient là se planter à la cour. On ne comprenait pas ce qui s'est passé, mais bon, nous, on priait toujours, on mettait tout entre les mains de Dieu. Tant qu'il nous arrivait rien, on avait notre Dieu avec nous. Et il faut savoir, comme je disais, ma tata, elle priait beaucoup. Elle se réveillait aux environs de 3 heures pour prier. Elle disait toujours à ses chats là qu'on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas qui vous envoyez, qui vous soyez, qui vous envoie. Euh, vous ne nous atteindrez pas parce que nous, on ne sort pas en vampire. On ne sait pas qui vous êtes en fait. Et quelques jours plus tard, on a ouvert le salon de coiffure et ma maman a vu le petit garçon de sa classe là qui l'avait arrêté. Elle lui dit, salut, il vient vers elle, oh madame, vous habitez ici et tout. Et maman dit, oui, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est comme ça, le petit dit, non, j'ai trouvé une bricole ici. J'ai le grand frère d'un ami à moi qui a le salon de coiffure, et vu que moi, je sais coiffer, il m'a demandé de venir pointer souvent les après-midi, histoire d'avoir un peu d'argent du taxi. Donc, chaque après-midi, je suis là. J'ai commencé il y a de cela quelques jours. Et maman lui dit, il n'y a pas de souci, moi je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux venir me voir. Et vu qu'il avait déjà aussi entre-temps raconté son histoire à maman, c'est un enfant orphelin. Et voilà quoi. Et maman lui a dit, il n'y a pas de souci, je suis là. Au cas où tu as besoin de moi au quartier, tu peux venir à tout moment. Il nous a présenté que voilà, ce sont mes filles, ça c'est ma petite sœur. Et on va dire, quelques heures après, il est revenu vers ma maman. Il a dit à ma maman que madame, est-ce que vous pouvez m'avoir de l'eau fraîche? J'ai soif. Et là-bas, au salon de coiffure, il n'y a que de l'eau plate, en fait. Et maman lui a dit, OK, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as quand même mangé de la journée? Il a dit, non, je n'ai pas mangé, mais des fois, quand je finis le boulot, mon patron me trouve toujours quelque chose pour manger. Et maman lui a dit, bah tiens, vu que j'ai cuisiné, je vais t'apporter de l'eau et te donner à manger. Ma maman lui a dit de s'asseoir. Elle est venue à la maison pour lui prendre un peu à manger et de l'eau. Et quand elle revient au salon de coiffure, elle trouve le petit avec la main de ma tata. Après, quand il a vu maman, il a lâché la main. Et maman lui dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit à maman, madame, écoutez, j'étais là assis et le Saint-Esprit m'a demandé de prier pour votre soeur. C'est pourquoi j'ai pris sa main. Mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que je la vois, c'est une jeune fille de corps, mais son visage, c'est le visage d'une vieille dame. Et maman dit, mais comment ça? Et il dit non, et l'esprit de la vieille dame est là, l'esprit est là, mais il ne veut pas parler. Et c'est comme ça que maman lui dit, mais c'est toi qui as fait venir l'esprit, vas-y, pose les questions à l'esprit, comme ça se fait, dis, demande-lui qui il est, ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça que le petit demande à l'esprit, qui es-tu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais dans le corps de cette fille. Et l'esprit lui dit, je suis mamie telle. Et figurez-vous que la mamie en question, c'est la mamie du quartier. Je suis mamie telle. Et le petit demande comment tu as fait pour entrer dans son corps. Et l'esprit dit, il y a un jour, je suis venue, j'ai demandé les tresses et elle m'avait tressé. C'est ce jour-là que j'ai eu accès à son corps. Et maintenant, ma maman, vu que c'est quelqu'un qui réagit vraiment à chaud, elle était là en train de dire, mais non, qui es-tu? On n'est pas parenté. Comment tu peux rentrer dans le corps de ma soeur? On n'a aucun lien de parenté et tout. Et l'esprit était là, disait, le petit garçon a dit, maman, calmez-vous. L'esprit n'a pas fini de parler. Et c'est comme ça que l'esprit parle. L'esprit dit, je suis venu, j'ai été délégué par les gens du quartier pour en finir avec elle. Et le petit garçon demande, mais pourquoi tu veux en finir avec elle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? La dame dit, elle nous dérange avec ses prières. Elle passe son temps à prier malgré tout ce qu'on a fait. On n'a pas, les autres n'ont pas pu. Du coup, c'est moi qu'on a délégué pour la tuer. Et quand ma mère a entendu ça, elle a réagi au quart de tour. Et la concession de la vieille dame est à 2 pas de chez nous. Elle est sortie en courant. Elle est allée chez la vieille dame. Et vous savez quoi? Elle a trouvé la vieille dame assise, allongée là. Vous savez, les chaises des grands-parents, là, les chaises en bois qui font office de petits lits là, comme, sur lesquels on peut se reposer. Elle a trouvé la vieille dame assise, endormie. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas si l'esprit de la dame s'est téléporté pour pouvoir s'exprimer dans le corps de ma tata pendant que le petit lui faisait parler. Mais quand ma maman est allée chez elle, elle a trouvé la vieille dame était allongée là dans la cour sur sa chaise. Et la vieille dame s'est subitement réveillée. Et ma maman lui dit, écoute, je te demande même pardon, laisse ma petite sœur, je ne sais pas ce que tu lui veux. Vous et moi, nous ne sommes pas parentés, on n'a aucun lien. Pourquoi tu veux atteindre à la vie de ma petite sœur? Et la vieille dame
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé ma maman et elle s'est mise à rire. Elle lui a sorti un rire effroyable. Ma maman dit, elle m'a ri au nez comme dans les films nigériens. Vous voyez les scènes là où les sorciers se mettent à rire là. C'était un peu ça. Et après, ma maman a dit, mais attends, elle se fout de moi. Moi, je viens, je suis sérieuse. Et quand ma maman est revenue au salon de coiffure, la prière était finie. Ma tata était revenue en elle et tout. Et c'est comme ça que le petit garçon a dit à ma maman, écoutez madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des séances de prière et je vais en parler à mon pasteur de ce qui se passe avec votre petite sœur. Ma maman a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, chaque soir, le petit garçon, il venait, on faisait des prières de groupe et il repartait. Et un jour, il est venu, il a dit à ma maman, écoutez, madame, j'ai parlé avec mon pasteur. Mon pasteur a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on aille samedi à l'église et on va bien lui expliquer la situation. Et c'est comme ça, le samedi, ils sont partis à l'église, aller voir le pasteur, sauf que le pasteur, il était en réunion et les membres de l'église là-bas, je sais pas, on dit à ma maman qu'aujourd'hui, c'est pas un jour de délivrance. Et ma maman a dit, il n'y a pas de souci, c'est pas un jour de délivrance, mais je ne partirai pas d'ici sans avoir vu le pasteur. Et le pasteur les a reçus. Et quand le pasteur les a reçus, aussitôt, il a dit à ma maman, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ta petite sœur, elle a vraiment le visage d'une vieille dame, mais c'est le corps d'une jeune fille. Dans tous les cas, on va quand même prier aujourd'hui pour voir ce qu'il en est. Et ils se sont tous mis en prière avec les quelques fidèles qui étaient là. Ils se sont mis en prière, ils ont commencé à prier, 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 et l'esprit, paf, s'est manifesté. Et c'est la vieille dame en question. Le pasteur a encore posé les questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Et la vieille dame a encore dit la même chose. C'est moi qu'on a délégué dans le quartier pour la tuer parce qu'elle nous dérange avec ses prières de 3 heures du matin. Et le pasteur a commencé à prier. Va-t'en, sors de ce corps, tu ne l'auras pas. Et pendant 2 minutes plus tard, ma tante s'est écroulée. Et en fait, la chance, c'est que ma maman, elle avait enregistré la séance de délivrance, mais pas en vidéo, elle avait enregistré en audio. Et c'est comme ça, quand ma tata revient en elle, le pasteur continue à prier. On essaie de voir, ils essayent de voir si c'est vraiment elle qui est là. Malheureusement, c'est un autre esprit qui se manifeste. Et l'autre esprit qui se manifeste, c'est l'esprit, c'est une tante à eux, à ma maman, qui est au village, qui parle dans le corps de ma petite tata, qui dit non, écoutez, c'est moi qui ai ouvert la porte à l'autre mamie là, pour qu'elle puisse en finir avec elle, parce que nous, ici au village, on a tant essayé, mais on n'a pas pu. Donc, il fallait de l'aide extérieure, et vu que on s'est allié avec la mamie sorcière pour qu'elle puisse en finir avec elle. Le pasteur a prié, avec les filles, ils ont prié, et ma petite tata, elle est revenue en elle. Quand elle revient en elle, voilà, le pasteur s'est rassuré que c'est bien elle, et le pasteur a dit, écoutez, le problème, il est fort, parce qu'elle a 2 esprits en elle, et les 2 esprits sont des esprits vivants. Vous savez, le pasteur a dit, vous savez, quand vous avez des esprits qui sont en vie, qui vous persécutent, c'est vraiment difficile. C'est pas comme un esprit qui est mort, qui vous hante. Mais dans tous les cas, on va combattre et on va en finir avec. Le pasteur a dit, ce travail, c'est pas un travail qui se fait en une journée. Vous allez rentrer, vous allez vous préparer, et samedi, vous allez venir, on va faire la prière, on va commencer la prière, et s'il le faut, pendant tout le processus de prière, si elle doit rester ici à l'église, elle va rester. Et ma maman a dit, ok, ils sont rentrés. On a toujours fait notre prière du soir comme d'habitude. Et le samedi, où il devait aller chez le pasteur, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu des petits soucis et tout. Et elles ne sont plus allées à l'église. Et malgré ça, ma maman a quand même demandé au petit garçon d'appeler le pasteur pour lui dire qu'ils n'ont pas pu être là. Ils viendront dans la semaine. Et le pasteur a dit, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir le jeudi. Entre-temps, le samedi, il y a la grande sœur à ma maman qui est venue de province. Et quand elle arrive de province, elle n'a averti à personne qu'elle venait sur Libreville. Elle est arrivée et ma maman est étonnée de la voir entrer là. Elle arrive au portail, elle entre. On ne sait pas, ma maman lui dit, mais toi, comment tu as fait pour arriver là comme ça? Tu n'as pas averti que tu venais. Et la grande maman lui dit, oui, normalement, je ne devais pas m'arrêter. Je venais et je passais. Mais bon, vu que, voilà, je me suis dit aussi, ça ne sert à rien de passer comme ça. Il faut que je m'arrête. Je me suis arrêtée. Je vais
à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est une autre ville du Gabon. Je vais à Port-Gentil, je vais faire mon commerce là-bas. Et maman lui dit, mais toi, tu vas à Port-Gentil, tu connais pas Port-Gentil, tu n'es jamais allé, pourquoi tu vas aller là-bas comme ça, sur un coup de tête? Et elle dit, non, oui, laisse-moi, je m'en vais faire mon commerce et tout. Et, et il faut savoir que la grande sœur à maman, elle a traversé des tumultes en fait. Elle a eu des problèmes aussi mystiques, dont peut-être un jour j'aurai la force et je viendrai vous raconter aussi son vécu. Des problèmes où elle-même, elle a aussi été à l'origine de ses propres problèmes. On va dire ça comme ça. Donc, ma maman a dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais tu vas aller sur Port-Gentil comme ça, tu ne connais personne, tu ne sais même pas comment on fait pour y aller. Et elle a dit, vu qu'elles ont un oncle, un des frères à leur défunte maman, qui vit sur Port-Gentil. Elle a dit non, j'ai parlé déjà avec lui. Il a dit qu'il va m'accueillir et tout, le temps que je vienne pour mon commerce. Et après, je vais rentrer et tout. Maman, elle s'est rassurée. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Ma tante l'aînée, on va l'appeler, on va lui donner un surnom. On va l'appeler Maman Mel. Maman Mel, elle était là, euh, tranquille. Quand on faisait nos séances de prière, bon, elle n'assistait pas tout le temps, mais elle assistait quand même à nos séances de prière et tout. Et vu qu'on a un locataire chez nous qui travaille à Port-Gentil, il est sur site et il fait souvent des mois là-bas à Port-Gentil et il peut être sur Libreville pour 1 ou 2 mois parce que ici, il a sa femme et ses enfants qui sont sur Libreville. Et donc, il préparait aussi son voyage pour Port-Gentil. Et c'est comme ça que ma maman lui dit, bah, tiens, vu que tu nous as fait part que tu vas à Port-Gentil, il y a ma grande soeur qui est là, qui va aussi à Port-Gentil. Et elle ne connaît pas Port-Gentil, mais il y a quelqu'un qui va la recevoir là-bas. Tu vas aller avec elle. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, moi, mon voyage est prévu pour mercredi. Dites-vous que là, je suis en train de parler, nous sommes à lundi. Il n'y a pas de souci, le monsieur, il a accepté. Et entre-temps, les chats ont continué à courir sur le toit. Les chats étaient tout le temps là, on les a chassés, on ne savait même plus où donner de la tête avec cette histoire de chat. Et puis vient le mercredi où ma tante là devait voyager, sachant que le jeudi, maman avait rendez-vous à l'église avec le pasteur. Donc le mercredi, on s'est tous levés très tôt à prêter les affaires de celle qui voyageait sur Port-Gentil. On a appelé notre oncle, le petit frère à maman, qui est venu avec sa voiture pour accompagner la grande sœur au port avec le voisin avec qui ils allaient à Port-Gentil. Et avant de partir, ma petite tata qui était malade, la grande lui dit, prends la bouteille là, va me la remplir, tu me la portes, je vais boire cette eau pendant le voyage. Et la petite aussi, sans savoir, elle est venue, elle a rempli la bouteille d'eau. Et en revenant, la voiture était déjà partie. Et c'est comme ça que maman lui dit, mais toi, on te cherche, tu étais où? Elle dit non, mais la grande m'a envoyé lui puiser de l'eau. Elle m'a donné la bouteille pour remplir et lui donner qu'elle devait boire cette eau durant le voyage. Et ma maman s'est fâchée. Elle dit, mais comment elle peut t'envoyer aller lui puiser de l'eau alors qu'il y a le boutiquier juste à côté? Elle aurait pu prendre une bouteille d'eau là ou bien s'acheter une bouteille d'eau en route. Pourquoi elle t'envoie en fait? On a zappé, ne sachant même pas que, en fait, la grande sœur a ouvert, est venue pour ouvrir, faciliter vraiment l'accès à tous les tourments, tout le côté mystique là qui hantait ma petite tata. Et donc, elles sont parties. Il faisait peut-être 7 ou 8 heures et ma maman, elle était en train de faire sortir les vivres qu'elle expose dehors. Et tout d'un coup, ma tata qui était la petite tata, elle était dans le salon de coiffure. Elle s'est allongée sur le canapé. Et un esprit, je sais pas, ma maman, elle a eu comme un sixième sens, comme une petite voix qui lui disait, mais toi, tu es en train de mettre les choses dehors là. Retourne-toi un peu et regarde ta petite soeur. Donc, elle se retourne pour regarder sa petite soeur. Elle voit comment ma petite tata est en train de convulser. Elle s'est prise de panique. Et elle a commencé à crier, venez, venez, venez. Et les gens qui étaient là dehors sont venus. On l'a aidé, on a soulevé ma petite tata, on l'a emmenée dans la concession, on l'a mis au salon. Elle convulsait, mais après un moment, elle s'est ressaisie et ma maman a appelé mon papa que vas-y, viens, descends, descends. Ça ne va pas, elle convulse. Et mon papa, aussitôt, il a pris la clé de la voiture, ils ont démarré, ils l'ont emmené à l'hôpital le plus proche. On l'a amené à l'hôpital le plus proche, on l'a reçu aux urgences et c'était au temps de Corona.
C'était au temps de Corona. Et vu qu'elle avait des difficultés à respirer, on l'a mis sous oxygène. Et vu que c'est un petit hôpital, ils avaient un peu peur. Ils se sont dit, bah, écoutez, si c'est un cas de Corona, nous, ici, on ne va pas pouvoir gérer. Donc, on va la stabiliser avec l'oxygène. Mais vous allez devoir soit l'emmener à l'hôpital militaire, soit à l'hôpital général. Et mon papa a dit, non, mais est-ce qu'ils vont nous prendre au sérieux? Est-ce qu'ils vont nous prendre en urgence? On va devoir emprunter l'ambulance, même s'il faut payer. Et ils ont dit, OK, il n'y a pas de souci, vous allez aller en ambulance pour qu'on prenne son cas au sérieux. Ils l'ont emmené à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, ils ont dit que, écoutez, on ne peut pas la recevoir. Allez à l'hôpital général. Ils sont allés à l'hôpital général. On l'a pris, on s'est occupé d'elle. Ils ont fait des tests de corona, mais ce n'était pas le corona. On ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait convulsé. Ils ont fait des tests de palu, tout, rien. Il n'y avait rien d'anormal, mais on ne comprenait pas. Entre-temps, ils ont fait tous des examens, ils ont fait des scanners. Rien, on n'avait rien trouvé. On ne savait pas ce qui se passait. Et on a appelé, ma maman m'avait appelé, elle a dit, elle essaie de joindre la grande sœur, mais ça ne passe pas. Donc, moi, j'essaie de mon côté, si j'arrive à la joindre, pour lui expliquer un peu la situation. Et du coup, j'ai pu joindre la grande sœur. Je lui ai dit qu'écoute, toi, tu es en train de partir, mais il y a ta petite sœur ici qui a convulsé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Net après toi, une fois que vous êtes parti, elle a convulsé et là, ils sont aux urgences à l'hôpital. Et elle était là, oui, mais qu'est-ce qui se passe? À peine je pars et tout. Et moi, j'étais choc-barre parce que je ne sais pas à quel moment on te dit que ta petite sœur est entre la vie et la mort. On ne sait pas ce qui se passe. Mais toi, tu continues ton voyage. Avec le temps, vraiment, on s'est rendu compte que la grande sœur a eu beaucoup, elle a beaucoup joué sur la facilitation du décès de sa petite sœur. Et donc, ma maman est restée à l'hôpital. Il fallait faire, il fallait apporter les documents administratifs, son assurance, sa pièce d'identité et tout. Et mon papa a dit à ma maman, vas-y, vu qu'elle est stable, toi tu restes, moi je retourne à la maison, je vais chercher les documents dont on a besoin à l'hôpital et prendre aussi de l'argent. Et quand mon papa est arrivé, il m'avait déjà aussi appelé. Il m'a dit, vas-y, fouille dans la chambre de ta tante. Elle nous a dit que elle mettait tous ses documents dans un petit sac. Fouille le petit sac en question. Comme ça, quand j'arrive, tu me le remets juste et je vais retourner à l'hôpital. J'ai dit, OK. J'ai commencé à fouiller la chambre de ma tante. J'ai trouvé le petit sac. J'ai trouvé tous les autres documents qui pouvaient être dans ce sac, mais il manquait sa pièce d'identité et son assurance maladie. Fouiller, remuer la chambre, fouiller tous les sacs, on n'a rien trouvé. Mais quand mon papa il est arrivé, il s'est dirigé vers le robinet qui est derrière la maison. Il a dit non, il va se laver les mains et tout. Et à sa grande surprise, il y avait un chat noir mort qui était posé sur là au petit couloir qui mène derrière. Et il m'a appelé, il m'a dit viens voir, ça c'est un mauvais signe. Et il m'a dit, ne touche à rien, moi-même, je vais enlever ce chat mort. Mon papa a enlevé le chat, il l'a mis dans un plastique et il a dit, ne touchez pas, je vais aller avec et je vais jeter. Et il a dit vraiment, ça c'est un mauvais signe, d'où sort ce chat noir mort là, alors que ma petite belle-sœur est à l'hôpital. En temps, c'était des signes, mais on n'avait pas capté. Et donc, mon papa, on a fouillé, on n'a pas trouvé l'assurance. Il a appelé un de ses amis qui travaillait aux assurances là-bas. Il lui a dit, il n'y a pas de souci, demain matin, viens très tôt. Je vais vous sortir un duplicata de son assurance. Donc, mon papa est retourné à l'hôpital. Ma tata, elle a dormi là-bas. Elle arrivait maintenant à parler. Et elle a dit à ma maman, merci de m'avoir emmenée à l'hôpital. Merci de t'être occupée de moi. Au moins, les gens du quartier ne vont pas se moquer de nous. Et ma maman ne comprenait pas pourquoi elle disait tout ça. On lui dit, mais non, mais comment tu peux parler comme ça? Avant tout, avant d'être ma petite soeur, tu es ma fille. Mais peu importe si t'arrive quelque chose, forcément, je vais m'occuper de toi. Et elle n'arrêtait pas de répéter, non, au moins, les gens du quartier ne vont pas se moquer de nous. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Donc, c'était des adieux. Et maman lui disait, non, mais tu ne parles pas comme ça, tu vois, tu te sens mieux. Voilà, tu arrives à parler et tout. Et maman et mon papa ont passé la nuit là-bas à l'hôpital avec elle. Tout allait bien. Et le matin, ça allait. Et c'est comme ça que maman lui dit, écoute, vu que j'ai laissé les enfants seuls, je vais faire un tour à la maison, histoire de te prendre aussi quelques vêtements de rechange et de quoi bien te couvrir et voir comment vont les enfants, comment ils sont dormis. Tu restes bien, là tu es bien, je ne t'abandonne pas, je reviens rester avec toi. D'accord? Moi, tata a bien répondu, oui, il n'y a pas de souci, vas-y.
Entre-temps, c'était des au revoir. Et c'est comme ça, ma maman et mon papa sont revenus. Et quand ils sont revenus, pendant que ma maman était sous la douche, son téléphone a sonné, mon papa a répondu et c'est l'hôpital qui appelait pour dire que voilà, ma tata était décédée. Donc, ils sont partis voir, faire le constat et la paperasse et tout. On a mis à la morgue et voilà, on était là. Une semaine plus tard, on faisait les préparatifs du deuil, la veillée et tout. Et c'est comme ça, il y a une maman béninoise qui faisait à manger un peu plus bas, mais elle avait déménagé en fait. Elle n'était plus dans notre zone, elle vivait maintenant de l'autre côté, on va dire un quartier plus loin de nous, qui passait par là et elle avait vu les affiches et c'est comme ça elle a vu ma maman. Elle a dit à ma maman que, mais je viens de voir l'affiche et tout. Elle a dit, oui, c'est ma petite soeur que tu connais là qui est décédée. Et la maman béninoise lui dit, mais elle est décédée de quoi? Elle était malade. Ma maman a dit, non, maman, lui a raconté l'histoire. Maman lui dit, wow, tu aurais dû aller consulter pour qu'on puisse annuler tout ça. Et vraiment, si, ça fait quelques jours aussi, un cœur me disait de venir vers chez vous, mais Jean, je ne venais pas. Si j'étais venue plus tôt et qu'on s'était croisés, je t'aurais emmené voir quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle a dit à ma maman, écoute, je vais t'emmener voir quelqu'un, histoire de consulter pour voir si c'est vraiment vrai tout qui s'est passé. Et ma maman a quand même accepté. Ils sont allés voir un praticien, c'était un béninois. Et le monsieur, en consultant, lui a dit qu'effectivement, tout ce qui s'est passé, toutes les manifestations, c'était vrai et que c'est la dame en question, en complicité avec d'autres personnes au quartier qui sont à l'origine de la mort de ma tata. Et donc, on ne comprenait pas, ma maman était dépassée. Elle a dit, mais moi, je suis là, je suis bien avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi les gens nous en veulent et tout. Et pourtant, cette dame, c'est une dame que j'ai beaucoup aidée. Je l'ai soutenue, j'ai aidé ses petits-enfants, j'ai aidé ses enfants. Je ne comprends pas d'où vient le mal. Et le praticien a dit à ma maman, écoute, le combat n'est pas fini. Tu vas enterrer ta soeur, mais il serait préférable de ne pas exposer son corps. C'est-à-dire, ne faites pas une veillée avec le corps. Une fois, si vous avez prévu d'aller à l'église, faites-le, mais aussitôt enterrez-la. Faites la veillée après l'enterrement, mais sans le corps. Je vais te donner des trucs que tu mettras dans son cercueil, et après l'enterrement, allez-y, faites la veillée rien qu'avec la photo parce que il y a des gens dans le quartier qui sont complices avec la dame qui est à l'origine de sa mort et on ne sait pas qui ils sont. Ils sont capables de venir là, vous allez les voir, pensons que c'est des gens qui viennent vous aider à pleurer, tourner autour du cercueil alors qu'ils viennent juste terminer ce qu'ils ont commencé. Et donc, ma maman a écouté ce que l'autre praticien lui avait dit. Le corps est allé à l'église, on a fait la messe et on est directement allé. Et le praticien lui avait dit de faire l'enterrement vraiment rien qu'avec la famille proche, de ne pas mélanger les gens du quartier. Et c'est ce que ma mère avait demandé. On a fait l'enterrement rien qu'avec les membres de la famille. Mais le soir, on a fait une veillée avec sa photo où tout le monde était invité, les gens du quartier, les amis, les connaissances. Et c'est comme ça qu'on a enterré ma tata. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont venus témoigner. Il y a des gens qui ont témoigné comme quoi, oui, s'ils ont eu des problèmes. Et quand ils sont allés consulter, on leur a dit que la maman là, elle fait partie des sorciers du quartier et tout. Et tout le monde disait à ma maman, il faut faire le retour à l'envoyeur. Et ma maman disait que non, ma petite soeur était pieuse et elle a combattu le bon combat. Si Dieu a voulu qu'elle s'en aille, il n'y a pas de souci, mais elle laisse tout entre les mains de Dieu et que cette vieille dame, elle ne mourra pas tant qu'elle n'aura pas confessé, tout le mal qu'elle a eu à faire. Et que même si ma maman disait que même si laisser, elle doit laisser son temps pour se mettre rien que dans la prière pour que cette femme puisse un jour se confesser, elle le fera, mais elle ne va pas faire de retour à l'envoyeur mystique chez un marabout. Elle le fera avec Dieu. Et c'est ça en fait. Donc c'est pour montrer à quel point les gens sont méchants, à quel point aider une personne peut vous entraîner à la mort. Donc tout ce que je peux dire, je ne sais pas quelle serait vraiment la morale de cette histoire, mais les gens, faites attention à qui vous aidez. Les coiffeuses, faites attention quand vous tressez les gens. Mettez toujours
toujours tout en prière. Le mal est toujours est près de nous, en fait. Le mal est près de nous. Euh, on ne sait pas d'où il peut venir. Ça peut être un membre proche de ta famille, comme là. Euh, D'après ce que le praticien avait aussi dit à ma maman, que la grande sœur à ma maman était vraiment l'élément booster. Parce que si on essaie d'analyser, on se dit, ma tata, elle est décédée le jeudi. Alors, l'aînée, quand elle est arrivée, c'était le mercredi. Elle est venue faire un passage éclair. Elle allait à une destination d'où elle ne connaissait même pas comment on fait pour y arriver. Et ma tata, elle est tombée, elle est morte le jeudi où elle devait aller à l'église à la séance de délivrance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, faites attention à vous. Le mal n'est jamais très loin de nous. Faites attention aux gens que vous aidez. Parfois, vous aidez, vous pensez que vous faites du bien alors que ces gens sont là pour vous nuire. Donc, et faites attention aussi aux signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. On a eu le charme noir mort, on a eu les chats qui miaulaient, les hiboux, le sable qui tombait sur le toit. Mais tous ces signes, on a banalisé parce que nous, dans le fond, on croit en Dieu, on craint Dieu et on a tout mis sur la prière. Et au final, le praticien aussi, il avait dit à ma maman que ta petite sœur, c'était le maillon faible. Vu que toi, tu es spirituellement assise, ils ne peuvent pas t'atteindre, tu es forte. Ils ne peuvent pas t'atteindre, ils sont passés par elle. Et elle s'est sacrifiée pour te sauver toi et ta famille. Donc, c'est un peu ça l'histoire de ma tata que j'avais à raconter avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider certaines personnes et que ça pourra leur ouvrir les yeux sur des choses qui leur arrivent. Quoi qu'il arrive, priez. Et si vous avez la possibilité d'aller consulter, voir un praticien, faites-le. N'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute pour le faire. Faites-le si vous avez la possibilité de le faire. Merci DMG pour ce que tu fais parce que vraiment, au travers de toutes ces vidéos que les gens partagent, je me rends compte qu'il y a des choses même que moi j'ai vécues, qu'on a vécues ici, qui sont arrivées, qu'on a banalisées, mais qui au fond sont des signes. Faites attention à vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG, j'espère que tout le monde va bien. Ok, moi aujourd'hui j'ai eu une histoire, ça fait vraiment longtemps. Bon, à cause de carême et autres là, trop de boulot sous la main, donc c'est un peu ce qui fait que je n'arrive pas trop à avoir le temps pour envoyer des messages, des histoires. Bref, DMG, aujourd'hui j'ai une histoire à te raconter. Voilà, l'histoire se passe à Bujan, précisément dans la ville, dans la commune, pardon, de Port-Boué, pour ceux qui connaissent en tout cas. Là-bas, il y avait un grand hôtel, en même temps combiné de bars et autres en même temps. Et là-bas, c'était, comme je le disais, c'était un grand hôtel. Et l'hôtel donnait d'eau à la plage, en fait. Voilà. On appelait l'hôtel là le Baron. Maintenant, ils ont cassé maintenant pour faire la voie, la route, tout. Voilà. Euh, L'histoire, c'est un monsieur qui nous a conté l'histoire. Il travaillait en fait dans l'hôtel. Voilà. Et il disait comme ça que il y avait des filles qui venaient là se prostituer, surtout aux environs de 23 heures, minuit là. Il y avait vraiment de belles filles, parce que lui, il était vigile devant le bar. Donc, il y avait de belles filles qui venaient là pour se prostituer en quelque sorte, pour se vendre. Donc, les filles là venaient là. Et bon, quand elles finissent comme ça, elles retournaient après comment ça, dans la journée. Genre, le coin il devenait calme. Mais la nuit, à une certaine heure là, bonjour, il y avait du monde qui venait là, les filles, surtout les filles. Parce que c'était combiné, comme je l'ai dit, c'était un grand hôtel. Il y avait une piscine même à l'intérieur, il y avait en même temps un bar dedans, tout. Donc, c'était comme ça, les choses se faisaient. Et une fois, il y a une jeune fille qui est venue. Elle était toute belle. Et la fille, elle a dit au vigile que toi, tu es bien, en tout cas, tu es bien, tu es quelqu'un, tu as un bon esprit. Que moi, je vais te dire quelque chose. Il dit oui. Elle dit que non, que tu vois le soir là, les filles qui viennent ici là, que, comment on appelle ça, les filles qui viennent ici là, ne sont pas elles toutes qui sont des humaines en fait. Ce ne sont pas elles toutes. Le monsieur dit comment ça? La fille lui a dit oui, que quand tu nous vois comme ça le soir, nous on vient, nous sommes belles, tu ne sais pas où on quitte, et puis quand on finit comme ça, on retourne. Vous avez oublié que non, l'hôtel là, ça donne d'eau à la plage.
que parmi nous là, il y a des filles qui sont là, elles viennent pour recueillir spécialement le sperme des jeunes, et puis elles prennent ça, elles retournent avec ça dans la mer, en fait, parce qu'elles sont des sirènes, en fait. Le monsieur était choqué d'entendre ça. Et la jeune fille était arrêtée auprès de lui, elle était toute belle, non mais belle de chez belle. Et la fille lui a dit ça, que c'est parce que quand tu nous vois comme ça, nous on vient, on finit de coucher avec les hommes là, on disparaît, on s'en va. Nous, on a, comment on appelle ça? Nous avons notre royaume dans la mer. Donc, tous les spermes qu'on recueille ici, là, on prend ça pour aller dans la mer. Et voilà, on prend pour travailler avec. Et c'est comme quand le monsieur il se retourne, il regarde auprès de lui, la jeune fille qui était assise là, elle n'était plus là. Le monsieur a paniqué de ouf. Il dit, tout à l'heure, j'étais assis avec la fille, là, tout à l'heure. Et d'un faux geste de la tête, il retourne pour voir la fille. La fille n'était plus là. Il est rentré dans le bar, il a cherché la fille, il n'a plus vu la fille. Et c'est comme ça, après, l'hôtel est tombé en ruine. Et voilà. Après, ils ont cassé le coin. Donc, moi, je vais dire par là que les hommes qui ont tendance à aller dans les boîtes de nuit, là, vraiment faites très attention avec qui vous sortez, que ce soit des femmes comme des garçons. Il y a des hommes aussi qui sont des sirènes, d'après, comment on appelle ça, DMG qui dit papa sirène, papa wata. Il y a des hommes aussi qui quittent dans la mer, ils sont des sirènes. C'est pas des sirènes ou des sirènes, ouais, c'est pas comment je vais dire ça, mais en tout cas, ils quittent dans la mer. Et quand ils viennent, ils font des rapports avec vous, ils prennent vos spermes pour partir avec ça. Il y a d'autres même, il a dit que moi, il va jeter positif. Ils ne jettent pas, ils s'en vont avec. Donc, faisons très attention à où nous mettons nos pieds. Et puis, dans les boîtes de nuit qu'on fréquente beaucoup, faisons très attention. Donc, DMG, c'était là ma part, voilà, d'histoire. Donc, merci bien. Et puis, ciao. On n'oublie pas de commenter, de liker. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez ce message. Alors, c'est la première fois que je raconte une histoire sur DMGTV. C'est pas facile, j'essaie de prendre l'élan pour le faire. Donc, j'espère que tout va bien se passer, que je vais bien raconter, qu'il n'y aura pas de, comment dirais-je, de bruit. De toutes les façons, je pense être dans un endroit bien calme. Voilà. Je suis une femme ivoirienne et j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et déjà, avant de commencer l'histoire, je tiens à remercier DMG pour ce qu'il fait. Ça nous apporte beaucoup. Moi, j'écoute tous les jours sur mon chemin quand je pars au travail. J'écoute les histoires tous les jours et ça apporte beaucoup. Voilà. Je ne vais pas tergiverser, je vais aller directement à mon histoire parce que, comme je dis, c'est la première fois, ce n'est pas évident. Donc voilà, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, on va dire il y a plusieurs années. On va dire il y a environ 20 ans, comme ça, pour abréger. C'était lors des fêtes de fin d'année. Donc, c'était le 31 décembre. Et j'étais à la maison, je cherchais une occasion de sortie, je cherchais une invitation. Et ma mère me disait de ne pas aller loin parce que, voilà, quand c'est les fêtes, il y a trop de choses qui se passent dans les rues. On peut vous agresser, il y a des bagarres un peu partout. Et j'étais dans un quartier très chaud, à Yopougon. Et voilà, le conseil, c'était de ne pas aller loin parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en chemin. Et moi, je guettais une sortie qui se passait à Angré, donc très loin du quartier. Du coup, je mens à ma mère pour dire non, je ne vais pas loin, je vais juste au quartier à côté. Là, j'ai été invitée, je vais m'amuser et tout. Ma mère dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, je pars avec ma cousine. Et je n'avais pas assez d'argent sur moi pour le transport. Donc, mon argent était juste pour prendre le baka et tout. Sauf que, arrivé à Djamé, pour prendre le baka, parce que tu prends un baka de Yopougon à Djamé et un autre baka de Djamé à Cocody. Donc, arrivé à Djamé, comme je dis, le transport était juste calculé. J'avais l'argent que pour prendre les 2 bakas avec ma cousine. Du coup, j'arrive à Djamé et là, bizarrement, mon regard tombe sur un jeune qui avait porté un boubou. Le boubou là était un nzassa. Le nzassa, c'est quand tu fabriques un tissu
à l'aide de petits morceaux de tissu. C'est-à-dire, tu couds, tu raccommodes tous les petits morceaux de tissu, ça te fait un grand pagne. Et voilà, tu couds un modèle. Et ce jeune-là, il était habillé en boubou Nzassa. Je ne sais pas pourquoi. Je vous assure, pendant les fêtes, il y a du monde dehors. Il y a beaucoup de personnes dehors. Mais je ne sais pas pourquoi mon esprit ou mes yeux ont été attirés par ce jeune-là qui ne faisait rien de spécial. Hein. Il était là, il marchait juste, voilà, pour aller peut-être prendre aussi son baka. Mais je ne sais pas, mon regard est tombé sur lui, je n'arrêtais pas de le regarder. Après, je monte dans mon baka pour aller à Cocody. Et arrivé à un endroit où je devais descendre, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le bon baka. Voilà. Je devais prendre le baka dans le premier... Bon, j'explique pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, voilà. Mais je suis obligée de donner ces détails-là. Mais excusez-moi pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui ne connaissent pas, je suis obligée de, voilà, de parler de ces détails. Les Ivoiriens sauront. Donc, il y a deux types de baka où il y a un baka qui a son premier arrêt au carrefour de la vie et il y a un autre baka qui a son premier arrêt à la Riviera 2 directement. Et moi, celui qui m'intéressait était celui qui avait son premier arrêt au carrefour de la vie. Comme ça, au carrefour de la vie, je prenais un taxi maintenant qu'on appelle communément les Woboro pour rentrer dans Angers. Et là, je me rends compte que je me suis trompée de baka. J'ai plutôt pris celui dont le premier arrêt est à la Riviera 2. Sauf que là-bas, mais ça me tue parce que, comme j'ai dit au début, mon transport, il est juste. Donc, si j'arrive à la Riviera 2, c'est mort. J'aurai plus suffisamment d'argent pour me retourner sur Angers. Et du coup, je demande au bakaman, à l'apprenti, de me descendre en pleine voie parce qu'il y a un échangeur qui permet de descendre sur la voie qui mène à Angers, en fait. Le boulevard Latry, pour les Ivoiriens qui connaissent. Du coup, je demande à l'apprenti de me descendre là. Et sur cet endroit-là, il n'y a pas de maison, c'est que des magasins, la brousse, en fait. L'échangeur, au milieu de l'échangeur, c'est des routes herbes, c'est des arbres, c'est la brousse. Et c'est dangereux cet endroit-là. Et personne ne passe là. En fait, on ne marche pas là-bas. C'est que des voitures qui circulent là. Mais je n'avais pas le choix. J'étais obligée de passer par là. Sinon, je n'aurais pas eu suffisamment d'argent pour retourner si je descendais à la Riviera 2. Et pendant que je tends mon argent à l'apprenti pour lui dire que je descendais là, il demande au chauffeur de s'arrêter. Et là, il y a une voiture qui vient se garer juste à côté du baka. Le genre de voiture bâchée, je ne sais pas si vous voyez, les voitures qui permettent de transporter les bagages quand il y a des déménagements et tout. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on les appelle les bâchés. Donc, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Vous allez comprendre ce dont je veux parler. Du coup, il y a une bâchée qui vient s'arrêter là. Et le monsieur me fait signe, le chauffeur de la bâchée me fait signe comme quoi il veut bien que je monte dans sa voiture pour qu'il puisse aller me déposer là où je vais. Donc, dans plein 31 décembre, en pleine nuit, monter dans la voiture d'un inconnu. Après, à l'époque, j'étais une jeune fille très naïve qui était intéressée que par le show, par s'amuser. Du coup, moi, j'attends l'apprenti qu'il me remette ma monnaie. Donc, je suis descendue et j'attends que l'apprenti me remette ma monnaie. Et le monsieur dans la bâchée là-bas qui dit, demoiselle, venez monter, tout ça. J'ai dit, parce que là, je suis aux 2 plateaux à Cocody, là. J'ai dit, toi aussi. Donc, Cocody, 2 plateaux. C'est pas une bonne voiture qui va venir s'arrêter. C'est bâché. Même si on dit on est tombé quand même. Et monsieur, pardonnez, circuler. Je ne suis pas intéressée. Et le monsieur insiste, non, mais demoiselle, c'est juste pour vous descendre devant. Où vous descendez là, c'est très dangereux. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, laissez-moi vous déposer au moins sur la route là-bas. J'ai dit, monsieur, pardonnez, dégagez. Ta vilaine voiture, une bâchée comme ça, moi, je vais foutre. Et pardon, dans 2 plateaux là, c'est toi comme ça là qui va t'arrêter pour nous récupérer. Pardon, circule. Laisse la place aux belles voitures là. Et le monsieur qui insiste, il ne veut pas bouger de là. Même les gens dans le baka étaient en train d'écrire, monsieur, allez-y, des vieux comme ça, là, vous voulez draguer les petites filles, là, vous n'avez même pas honte. Elle te dit de partir, il faut partir. Le monsieur est là, il insiste.
il va me récupérer ma cousine et moi. Le Baka finit par me donner ma monnaie et il démarre. Et le monsieur qui insiste. Donc, j'ai dit à ma cousine, de toutes les façons, prendre tout cet échangeur-là à pied, c'est pas évident. En plus, il fait nuit avec les herbes là. Allons, c'est pas grave. Il va nous déposer devant là-bas et puis il va partir, c'est pas grave. Donc, on s'en va, on salue le monsieur, on monte dans la voiture. Dès qu'on monte dans la voiture, le monsieur me dit, vous allez, d'abord, il nous salue, il dit, vous allez où? J'ai dit, non, moi, on va à une fête et tout ça, on nous a invités. Il dit, mademoiselle, c'est cette nuit-là que vous allez mourir. Comme ça, direct, il me dit ça dans la voiture. C'est cette nuit-là que vous allez mourir. J'ai dit, aïe, comment ça? Il dit, regardez devant, c'est ce monsieur-là qui allait vous tuer cette nuit même. Donc, quand il nous demande de regarder devant, on est à un endroit où on ne peut pas voir grand-chose là par rapport à ce qu'il nous indique en fait. Donc, quand je regarde, je ne vois rien. Mais quand il démarre, quand on avance un peu plus, il redit encore, c'est ce jeune-là qui allait vous tuer cette nuit. Du coup, je regarde bien et je me rends compte qu'il y a un jeune qui était assis dans les hautes herbes là, genre qui se cachait. Et quand il a vu la voiture passer devant, il s'est relevé et puis il a fait le geste du genre, oh merde, j'ai loupé. Avec ses mains comme ça. J'étais sidérée. Où le monsieur nous a pris là. On n'était pas en capacité de voir là où il indiquait. Il fallait que la voiture bouge pour qu'on puisse voir le jeune dans les herbes en train de se lever. Donc ça veut dire lui, il était là, dans un endroit qu'il n'arrivait pas à voir normalement, mais il voyait qu'il y avait quelqu'un qui était caché dans les herbes, qui nous attendait passer pour nous, en fait, il a parlé de moi pour me tuer. Et que c'est cette nuit-là que j'allais tuer. Donc, quand je vois le jeune qui s'élève comme ça et qui fait le geste du genre, oh, j'ai loupé, je me rends compte que c'est le jeune que j'avais vu à Djamé dans le Boubou Nzassa. C'était le même jeune avec le même boubou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jeune-là était monté en même temps que nous dans le Baka et j'ai même pas fait attention, j'ai même pas vu. Donc, quand on a demandé à l'apprenti de s'arrêter pour qu'on puisse descendre, pendant qu'on était en train de discuter à l'apprenti par rapport à la monnaie, ce jeune-là, il a ouvert discrètement la porte derrière la portière, il est descendu et allé rapidement se cacher dans la brousse. Bon, est-ce qu'en le faisant, le monsieur qui était dans la bâche l'avait vu de loin? Je ne saurais vous le dire. Tout compte fait, on était sidérés et on continuait dans la voiture. Et le monsieur m'a demandé où vous partez. J'ai dit, comme je vous ai dit, on part à une fête. Et tout ça, il dit, faites attention, c'est le 31 décembre, c'est dangereux. Ça commence à être long, je vais essayer de faire rapidement. C'est dangereux et tout ça. Et du coup, vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, je suis étudiante et tout. Il dit, c'est bien. Et moi, maintenant, je lui demande, et vous faites quoi dans la vie? Et il me dit qu'il est garde-corps. J'ai dit, garde-corps? Un métier dangereux comme ça? Mais ça, franchement, c'est un métier que moi, je ne pourrais jamais faire. Et lui, il me répond, non, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que moi, la personne que je garde là, c'est impossible qu'un danger nous arrive. J'ai dit, parce que ton gars, elle est comment? Et puis lui, c'est impossible qu'un danger vous arrive quand vous le gardez. Et puis, il commence à dire, parce que mon chef, c'est le Seigneur des Seigneurs. Et il commence à citer tous les noms de Dieu qu'on puisse trouver dans la Bible, du genre Dieu Elohim, Dieu El Shaddai. Et à chaque fois, il donnait les significations. Et il disait ça de manière fluide, claire, sans réfléchir. Ça coulait, quoi. J'ai commencé à avoir la chair de poule. Et là, j'ai plus parlé jusqu'à... On est arrivé là où on voulait arriver. On a dit, monsieur, on descend là. Et quand on est descendu, le temps de se regarder, ma cousine et moi, et de dire merci au monsieur de nous avoir accompagnés, on n'a pas vu la voiture. Dites-moi, quand quelqu'un démarre une voiture, ça fait du bruit. Quand la voiture commence à rouler, ça fait du bruit.
La voiture, là, a disparu. Là, tout de suite. Le temps qu'on se regarde pour dire au revoir, la voiture a disparu. On n'a pas vu la voiture de loin. On n'a pas vu la voiture rouler. Rien du tout. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'on dit les anges existent là. Pour moi, c'était un ange. C'était un ange envoyé de Dieu. Cette nuit, quand ma mère m'a dit de ne pas sortir, je l'ai désobéi. Je suis allée prendre des risques et effectivement, j'allais être agressée. Et on allait retrouver mon corps le lendemain dans la brousse là-bas, vers l'échangeur de la Riviera. Et là, un gars sort de nulle part avec une bâchée, une voiture bizarre, une bâchée, et qui me prend, qui me récupère avec ma cousine et qui nous dépose et qui disparaît. Pour moi, c'est un ange. Bon, j'ai été longue. Je suis contente d'avoir réussi à expliquer l'histoire. J'espère que je l'ai bien expliqué, que je n'ai pas été redondante à répéter les mêmes choses. Et voilà, merci pour l'opportunité que tu nous donnes, DMG. Et je vous assure, moi, à partir de ce jour-là, j'ai dit non. Quand on dit les anges existent vraiment, comme le jeune qui expliquait l'histoire où il était dans sa chambre, il était malade, il y a 2 jeunes qui sont venus le saluer. Franchement, moi, je crois en ce genre d'histoire. Je suis sûre et convaincue que les anges existent et que quand on se retrouve dans une situation très délicate qui n'a pas été prévue par Dieu, il dépêche tout de suite des anges pour nous secourir. Passez une belle soirée et j'ai d'autres histoires à vous raconter. À la prochaine. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Coucou, bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour DMG, bonjour l'équipe DMG. Merci de liker, de partager et de commenter. L'histoire que je vais raconter ce matin, les amis, l'histoire s'est passée en Guinée-Conakry. Au passage, je voulais signaler que je suis une Ivoiro-guinéenne. Mon père vient de Guinée-Conakry et ma mère est ivoirienne. Tout récemment, quand j'étais allée en Guinée, les amis, vraiment, il s'est passé quelque chose. Mon père m'a expliqué. Vous savez, chez nous, nous produisons beaucoup l'huile rouge. Et il faut dire que tellement que l'huile rouge est le produit phare de la région, difficilement les parents ils abattent le palmier. Donc, du fait de ne pas de garder les palmiers grandir, donc certains palmiers deviennent très longs, très longs, comme des cocotiers. Souvent, d'autres même dépassent même, deviennent plus longs même que des cocotiers. Et donc, ils ont de ces ceintures-là, fait vraiment de manière artisanale, mais très solide. C'est très solide. Ils le font avec des rogniers, voilà, des cordes, vraiment de la brousse qui sont très dures. Et c'est avec ces cordes-là, ils fabriquent les ceintures que les jeunes prennent pour grimper sur les palmiers pour aller couper les régimes. Et donc, mon père me dit que, parce que quand je suis partie, j'ai demandé après telle personne. Quand j'ai demandé après ce jeune homme-là, ouais, le jeune homme qui était là, qui habitait, mon père me dit, ma fille, le jeune-là est décédé. J'ai dit, décédé? Il me dit, oui, qu'il est décédé. Que ils étaient allés couper les régimes, parce que les jeunes qui coupent les régimes de graines, là, ils se font louer. Souvent, tu les loues. En tout cas, quand ils vont couper les régimes, le nombre de régimes qu'ils coupent, on les paye selon le nombre de régimes qu'ils coupent. Et donc, ce jour-là, il y a une dame qui l'a loué pour aller couper les régimes de graines dans sa plantation, dans son champ. Donc, mon papa me dit que quand ils sont partis couper, le jeune est parti à la dame.
allait couper les régimes de graines. Il a grimpé sur le palmier. Grimpé sur le palmier était bien long. Grimpé sur le palmier. Donc, quand il a commencé à couper, comment on appelle, le régime de graines nettes, c'est là qu'il a commencé à crier, oh secours, oh, oh aidez-moi, aidez-moi. La femme, maintenant la dame qui est partie avec lui est en bas. Elle crie, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Le jeune maintenant dit, on est en train de me frapper. Ils sont en train de me frapper. Ils sont en train de me frapper. Le jeune dit, mais si tu ne peux pas couper, descends. Redescends vite, descends. Je vous assure les amis. La dame en bas, elle crie, descends, descends. Le jeune crie, aidez-moi, on me frappe, on me frappe. Le jeune est resté en train de crier, on me frappe, on me frappe. Après, il n'a plus parlé. Il est en haut, la femme crie, descends, descends. Le jeune a rendu l'âme. Sur le palmier, je vous assure les amis. Moi, mais je parle, mais j'ai des frissons. Il était dans la ceinture, accroché au palmier. Accroché au palmier, les amis. La femme crie, descends. Le jeune ne répond plus. La femme crie son nom. La femme l'appelle. Il ne répond plus. Donc, elle a couru. Elle a couru, elle est revenue au village. Venez appeler les secours. Au secours, venez. Aidez-moi, venez. On dit les gens l'ont suivi. Beaucoup d'hommes l'ont suivi pour aller dans son champ là-bas. Ils sont allés trouver le jeune accroché. Il est dans la ceinture, accroché au palmier. Donc c'est là les gens sont montés. Sont montés. Et puis ils ont pris son corps pour redescendre. Et c'est comme ça ce jeune homme-là, il est décédé. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Seulement il pleurait qu'on est en train de le frapper. Il pleurait qu'on est en train de le frapper. Mais on ne voit pas ceux qui le frappent. La dame d'elle ne voit personne. Celui qui le frappe là, elle ne voit pas. Mais seulement l'enfant crie seulement. Aidez-moi, on me frappe. On me frappe, aidez-moi. On me frappe. Jusqu'à il a rendu là. Vraiment, c'était triste. Il est mort de manière triste. Vraiment. Donc, les amis, voilà comment mon cousin là, c'était un cousin à moi. Voilà comment mon cousin là, a perdu la vie. Comme ça. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Et il est décédé comme ça. Donc, les amis, c'était là l'histoire que mon père m'a racontée au village. Et vraiment, merci et à la prochaine pour d'autres histoires. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.